En direct en public, à l'occasion de Connext 2018, l'alliance de l'IA et de l'IoT dans notre quotidien. L'IA, on en parle depuis peu et le boom est là. L'IoT, on en parle depuis un peu plus de temps, l'Internet des objets. Et si les deux se mettent en mouvement, eh bien, à quoi cela ressemble? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Chekib Garoui, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Bonjour Chekib. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le directeur du CITC pour les néophytes. Donc le centre d'innovation de technologies sans contact, donc le cluster dédié à l'Internet des objets, et un centre de ressources technologiques dédié à tout ce qui est capteurs, Vous captez en permanence. télécom, collecte, données, traitement, Voilà. analyse. Pour ceux qui êtes avec nous ici même, évidemment, sur Connext Lille, je précise que vous avez une zone de démo à quelques mètres d'ici, assez bluffante, avec cette année un focus sur le sport et le bien-être connecté, c'est bien ça? Tout à fait. Donc cette année sur le sport et le bien-être, l'année dernière c'était sur la logistique, les années précédentes c'était sur la restauration. Donc chaque année, nos démonstrateurs sont orientés sur des thématiques différentes et avec des technologies différentes. Laurent Vitou, bonjour, merci d'être avec nous. Laurent Vitou, Orange, acteur bien connu dans les télécoms, mais aussi en matière d'IA et d'Internet des objets. Présentation. Rapidement, effectivement, comme vous le disiez, Marc Lionel, on est un opérateur de télécommunications bien connu, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. La valeur dans le monde des télécommunications évolue et Orange s'est transformé depuis maintenant plusieurs années en une véritable entreprise de services numériques et d'être aujourd'hui et de se positionner aujourd'hui comme étant le partenaire de confiance des entreprises et des territoires dans leur transformation numérique et digitale qui est, je crois, au cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, on va camper le sujet tout de suite. On va voir une petite vidéo. Cette vidéo, elle va nous plonger directement dans le sujet. Vous l'avez préparé. Alors, ça dure 2 minutes et c'est le voyage des données. C'est bien ça? Tout à fait. Allez, je vous propose de la découvrir en images. La transformation digitale entraîne une utilisation de plus en plus intense d'applications, sites web et objets connectés. Elle fait exploser la quantité de données produites et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, une deuxième phase de cette transformation place la donnée au cœur. La donnée insuffle désormais de l'intelligence au sein même de nos interfaces. Cette donnée est un formidable outil pour les entreprises. Elles peuvent apprendre à mieux connaître leurs clients et développer leur business tout en optimisant leurs ressources. Mais transformer la donnée en valeur n'est pas une mince affaire. C'est un véritable cheminement avec de nombreux défis au rendez-vous. Chez Orange Business Services, on l'appelle le voyage de la donnée. Tout d'abord, il faut la collecter, identifier celle qui nourrira un projet, choisir avec quelle technologie la recueillir, veiller à son intégrité. Puis, elle est transportée à travers des réseaux dont il faudra s'assurer la rapidité et la sécurité. Cette donnée est précieuse. C'est un actif à part entière de nos clients. Il faut la protéger de façon proactive contre les attaques, d'où qu'elles viennent. Elle doit être stockée et traitée de façon optimale, dans le respect le plus strict des réglementations, mais aussi rester accessible depuis partout. Enfin, pour créer de la valeur, cette donnée doit être partagée au sein des équipes dans l'entreprise pour mieux collaborer et innover, créer de nouveaux produits, de nouveaux services et dégager des gains d'efficacité. De même, partager cette donnée avec ses clients, c'est mieux les comprendre et les servir. Chez Orange Business Services, nous avons développé tous les savoir-faire nécessaires pour accompagner nos clients de bout en bout de ce voyage. Et c'est justement parce que nous sommes présents sur chacune de ces étapes et que nos experts interagissent et s'enrichissent mutuellement en permanence que nous sommes plus forts et plus efficaces pour aider nos clients à développer la valeur de leur entreprise en toute confiance. Le décor est planté. Alors, je ne vais pas vous demander, messieurs, en intro, la définition de l'IA, la définition de l'IoT, mais aidez-nous déjà à un petit peu une revue d'actualité, à voir où on en est aujourd'hui. On voit bien que les booms des deux techniques sont là. L'IoT, justement, on en a beaucoup parlé, on entend un tout petit peu moins parler. Alors, est-ce que c'est un passage de mode ou est-ce que c'est justement le fait que l'intelligence et surtout l'intelligence artificielle qui rend les objets connectés au second plan? Comment vous voyez le mariage des deux? Je pense que c'est difficile, y compris devant Chekib, de dire que l'Internet des objets, on n'en parle plus. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de données. Alors en préparant ce plateau, regardé et
On parle aujourd'hui de 2,5 trillions d'octets par jour. Alors des trillions, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est 10 puissance 18 milliards de milliards. Donc ça veut dire que globalement, la donnée n'a jamais été en nombre aussi important dans le monde. Et on prévoit que d'ici 2025, ce chiffre sera encore multiplié par 100. Donc le problème, ce n'est pas tant la donnée, et on l'évoquait à l'instant, mais c'est de voir comment effectivement on met de la valeur sur ces données, et c'est là où la transition avec l'intelligence artificielle va naturellement se produire. Alors, on a l'impression, quand on est une PME, une TPE, eh ben, que c'est pour les autres, hein, parce qu'effectivement, on est une PME, une TPE, des data, on n'en produit pas par big, c'est pas des big data, c'est small data. Les objets connectés, on en a de plus en plus dans notre quotidien. Là où on a parfois un petit peu mal à se situer, c'est dans ce cycle, en fait, données, IoT, intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aider à y voir plus clair, qu'on soit un grand groupe ou qu'on soit justement une PME? Je vais résumer, moi, l'IoT en trois domaines. C'est d'abord la captation, donc c'est plutôt le monde de l'électronique, donc les capteurs, voilà. Le monde des télécoms, donc la transmission, hein, et le monde du computing, de l'analytics. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, hier, on parlait déjà de deep learning ou de technologie. Mais voilà, ces trois domaines, c'est qu'à un moment, il y a une chaîne, donc il faut bien collecter cette donnée qui nous envahit, qui nous entoure. Voilà. Il faut bien qu'elle puisse être transmise dans des gros serveurs pour en faire du big data. Et donc, il faut remonter toutes ces données au travers d'une infrastructure télécom qui soit plutôt sans fil, que ce soit du bas débit ou du très haut débit avec de la 5G. Et puis derrière, il faut pouvoir la traiter pour en créer de la valeur. Et donc, c'est la partie analyse, partie data, traitement. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est une question de mode? Oui, c'est une question de mode. Ça ne veut pas dire que les technologies meurent. Au contraire, tout le monde connaît le cycle de hype. En tout cas, beaucoup le connaissent. C'est très hype, allons-y. Voilà. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, genre l'animateur. C'est la courbe de Gartner qui montre l'évolution des cycles des technologies, et à un moment on monte sur le pic. C'est un peu l'effet de mode, c'est-à-dire on est plutôt sur les premiers adopteurs et puis on est sur l'effet de mode. C'est le mot à la mode actuellement, comme on a pu connaître à un moment l'impression 3D, on en parlait partout. Ah, c'est clair, on en parlait ce matin, les techniques d'intelligence artificielle et réseaux neuronaux, enfin moi, on en parlait il y a 30 ans. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on est bien d'accord qu'on n'est pas sur une techno nouvelle comme le RFID ne l'est pas, etc. Par contre, on est donc à une époque où là, d'abord c'est mature, ça marche, c'est accessible à des prix, enfin voilà, où on en est où IA, IoT? Mature, techniquement, de toute façon, si c'était mature, il n'y aurait plus de travaux, donc ce n'est pas encore si mature que ça, parce qu'il est nécessaire d'avoir des millions de données pour que le système d'apprentissage puisse apprendre et prédire. Avec un élément dont on parle peu, c'est que si toute la Terre se met à faire de l'intelligence artificielle sur ce que font aujourd'hui un Amazon ou un Google, il n'y a plus de terre, parce qu'en termes de besoins énergétiques, pour traiter des milliards de données, il va falloir du sacré matos, quoi. Oui, tout à fait. Donc non, les champs sont ouverts. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les gens s'approprient cette technologie, commencent à y trouver de l'intérêt par rapport à des usages, en l'occurrence ici au Salon Connex, donc des usages liés à la relation client. Donc on parle beaucoup de chatbot, où on intègre cette intelligence artificielle et avec un système d'apprentissage. Mais les technologies en soi, elles existent, oui, depuis longtemps. On parlait de système expert, de système multi-agent, enfin pour ceux qui sont un peu plus anciens. Voilà, et c'est une technologie qui évolue. Elle est plus appropriée, plus facile à appréhender, mais elle nécessite énormément de données. Donc il y a des travaux qui sont plutôt futurs sur éviter cette quantification de données, mais plutôt travailler sur la qualité de la donnée pour amener le système à apprendre plus vite et à raisonner plus vite. L'infobésité étant aussi un problème pour l'intelligence artificielle. Alors, sur la partie cycle, données, IoT, est-ce qu'on a tout dit, Laurent Vitou? Chekib parlait à l'instant de trois éléments essentiels. On a vu dans la petite vidéo finalement qu'on peut détailler encore un petit peu plus parce qu'il y a tous les aspects qui sont liés à la sécurisation de la donnée, à son stockage, et puis ensuite, effectivement, après l'analyse, au partage et à la création de valeur par elle-même. Donc c'est les 6 strates en fait, de ce voyage de la donnée qu'on invite en fait toutes les entreprises à réaliser. Et pour reprendre le thème de
de l'émission de ce matin. En fait, c'est à travers ce que vont faire les entreprises, les PME, les TPE, les GAFA, les opérateurs, globalement, que le quotidien en fait, de tout à chacun peut changer. J'insisterai simplement sur le fait que, effectivement, il y a de la technique, mais il faut surtout de l'humain et de la responsabilité derrière. Parce que globalement, mettre au milieu, dans une cour commune, ces données personnelles ou les données d'une entreprise, ça peut être effectivement très dangereux et qu'il faut, à l'intérieur de ces 6 étapes que la vidéo a décrites tout à l'heure, on crée en fait des sécurités, on crée de la nouvelle valeur et finalement on crée aussi du coup des nouveaux métiers. La cybersécurité à l'échelle où elle est arrivée aujourd'hui est certainement pas encore au top, mais elle a déjà franchi des paliers qui sont juste incommensurables. Je lisais ce week-end une interview de notre président Stéphane Richard qui disait que chez Orange, on est attaqué 10 fois par jour, à minima, 10 fois par jour dans notre système d'information, et que si chacun ne prend pas conscience de ce risque pour un grand groupe, mais également pour une PME demain, ou pour un commerçant qui peut se faire piquer en moins de temps qu'il faut pour le dire, hein, l'ensemble de son fichier client, eh bien, globalement, on pourra parler de données, mais les données, elles seront plus, elles n'appartiendront plus à cette personne, mais bien évidemment à des tiers. Donc, voilà, je pense que ce cheminement-là, il est important et conduit effectivement aujourd'hui à un nouveau paradigme dans lequel, effectivement, l'intelligence artificielle a tout son rôle à jouer. Merci. Alors, on va parler un peu des usages, hein, des premiers cas clients, des applications. IA, IoT, ça donne quoi dans notre quotidien de citoyen et dans notre quotidien de retailer? C'est parti. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure chez Kip, domaine important, c'est celui de la relation client, quoi. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, effectivement, dans l'interface entre le client et le retailer ou l'entreprise, il y a énormément d'échanges d'informations, de données, etc. Et cette information-là, elle était jusque maintenant insuffisamment exploitée par les retailers ou par les entreprises. Et c'est là où effectivement il y a beaucoup de choses à réaliser pour que effectivement l'ensemble des entreprises créent davantage, enfin une expérience client qui soit vraiment différenciante. Et je pense que là, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important. Alors, les entreprises, on parle de chatbot et donc d'interface intelligente à mettre en face des clients, avoir à répéter selon le canal de contact avec l'entreprise sa même histoire, son même problème de SAV, etc. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité parce que les gens ont l'habitude en fait d'une qualité de service et d'une expérience qui doit être véritablement profonde et qui va fidéliser en fait le client. Donc ça, c'est un des points essentiels et ça tourne massivement autour de la relation client. Alors, on a quelques usages qui apparaissent à l'écran. Vous, chez qui vous êtes vraiment un accoucheur, si je puis dire, un obstétricien de l'IA et de l'IoT connecté. Vous sortez par an des dizaines et des dizaines, soit de protos, soit de produits pour le marché. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui et je vais prendre ton image d'obstétricien, donc je vais parler d'un projet lié à l'obstétrique, voilà, au moins pour faire résonance avec ce que tu viens de dire, vu que tu as réussi à faire rire la salle, donc c'est pas mal. Ceci étant, on a un projet qui est plus sur l'apprentissage des gestes d'accouchement, avec des capteurs, avec de la réalité virtuelle. Qui va permettre donc madame accouche et donc l'objet lui dit ça y est, vous avez accouché parce qu'elle s'en était pas rendu compte. Ouais, non, mais surtout le médecin qui va pouvoir faire. À l'air de son mari peut-être. C'est surtout le médecin qui va pouvoir apprendre les gestes nécessaires lors d'accouchement en urgence. Il faut savoir qu'aujourd'hui en accouchement d'urgence, les médecins sont formés sur cas pratiques réels. Et donc là, on travaille avec le CHR de Lille particulièrement et l'Université de Lille 2 sur le développement d'un système complètement de formation pédagogique où on y intègre des capteurs sur des forceps, sur de l'impression 3D de bébés, on y intègre de la réalité virtuelle, on y intègre des systèmes d'apprentissage ou du deep learning pour progressivement apprendre les meilleurs gestes d'accouchement en urgence, juste pour répondre à ton image. C'est un exemple très éloquent. Hein. Mais plus
plus globalement, tout le monde connaît au moins Google Home. Voilà, tu as Alexa, donc qui mixe déjà de l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'elle est présentée, et les objets qui nous environnent au quotidien au sein de notre habitat. Donc ce sont déjà des éléments où on peut interagir avec cette intelligence qui va apprendre au fur et à mesure nos gestes et qui va pouvoir réagir même avant, voire prédire. Laurent, Je vais juste compléter. Oui. Nous, on a beaucoup fait de démonstrations autour de l'habitat et on travaille beaucoup autour de l'habitat. Il y a une époque, on parlait de domotique, ensuite on a parlé beaucoup d'habitat intelligent. Nous, il y a 4 ans, on disait déjà qu'on était dans l'ère de l'habitat apprenant. C'est-à-dire que l'habitation va apprendre de nos gestes, à quelle heure on arrive, quels sont nos gestes quotidiens que l'on en pratique, d'accord, pour pouvoir s'adapter, se mettre à la bonne hauteur de votre enfant ou de votre épouse, de tel ou tel objet autour de nous. Donc l'habitat va apprendre, de nos comportements et va s'y adapter. Ça, c'est un élément qui est important et sur lequel on voit aussi apparaître la notion d'intelligence artificielle de manière importante. Vous avez bien sûr le véhicule connecté, si je reprends le PowerPoint d'Orange. Donc là aussi, l'intelligence artificielle intègre de plus en plus la notion d'automobile et le véhicule autonome en est un aboutissement et on aura besoin de cette intelligence artificielle. Mais il est nécessaire de savoir, c'est que cette intelligence doit apprendre. Et elle doit apprendre par des notions de risque. C'est-à-dire que par rapport à une intelligence humaine, nous, on sait qu'il ne faut pas aller vers une falaise, parce que si on tombe, on tombe. Et là, on ne risque pas de se relever. Donc si le système doit apprendre par le risque et par l'erreur, ce serait un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de données et d'analyser beaucoup de ces données. C'est pour ça que je dis, oui, on est encore loin de la notion d'intelligence globale et artificielle, mais on est vraiment dans un processus. Laurent Vitou, Orange, alors on pourrait s'étendre un petit peu sur des usages, parce que je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup nos invités, mais il y a quelques années, Orange annonçait le déploiement d'un réseau, LoRa, pour ne pas le citer. Donc vous êtes aux premières loges pour voir un petit peu la montée en puissance de la tuyauterie en matière d'IoT et d'intelligence artificielle du coup aussi. Quand on a ce regard, qu'est-ce que ça donne? Puis vous avez préparé d'autres stades sur l'état des lieux de l'IoT en France et dans le monde. Commentaire. Alors effectivement, on parle de LoRa pour le réseau bas débit de l'Internet des objets. Effectivement, là on parle aussi de valeur, parce que globalement, avoir une autoroute pour faire passer une voiture de temps en temps, ça n'a pas de sens. Donc les réseaux ont été adaptés effectivement pour que économiquement on puisse utiliser la data. C'est vrai aussi pour une norme qui s'appelle LTEM qu'on utilise dans la 4G. Et puis il y a surtout aussi la perspective de la 5G. Si je prends l'exemple, et je le dis souvent à mes interlocuteurs, la 5G ne sera pas l'évolution de la 2G, de la 3G, de la 4G. On a l'impression qu'à chaque fois, on rajoute un peu de débit, un peu de vitesse, ou beaucoup, souvent, et que voilà, et ça suffit. Là, il faut imaginer la 5G comme étant le couteau suisse des réseaux mobiles. C'est-à-dire que globalement, effectivement, on aura plus de débit, plus de vitesse. On aura aussi des réseaux bas débit qui seront inclus dans la 5G, intégrés. Et donc, en fait, la 5G, par son caractère économique et développement durable, va permettre aussi de véhiculer les données. Et puis, l'autre perspective... Ça veut dire concrètement qu'on n'est pas obligé de faire passer par du SMS, des données permanentes, des capteurs, des choses qui remontent... Voilà. Exactement. Et l'autre point fort aussi de la 5G, c'est sa latence. Chekib parlait des véhicules autonomes. Imaginez avec tout autre réseau une voiture autonome qui ne freine pas quand elle voit une personne sur le passage clouté. Si le temps de réaction est de quelques millièmes de seconde, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Et là, on va descendre à des temps de latence tellement faibles que finalement, ça sera du temps réel. Et donc, voilà, ces perspectives-là couvrent la 5G, qui va être vraiment tout à fait différent des réseaux, de l'ingénierie de réseaux connus. Alors, je vois 2020, ça c'est l'étude du Gartner. Est-ce que le déploiement de la 5G en France, en Europe, est sur ce calendrier-là? C'est quoi la 5G Alors aujourd'hui, on démarre des tests techniques. Alors Lille et la région Hauts-de-France, puisqu'il y a également Douai, c'est la terre d'expérimentation pour Orange. Donc on va, avis aux amateurs. Donc on va tester cette technologie
pas de façon grand public aujourd'hui, c'est de mettre en grandeur réelle sur les antennes, sur les toits des maisons, des équipements qui aujourd'hui ne sont pas encore sortis de laboratoire et de les tester véritablement et de les confronter à la réalité. Donc ça, c'est des tests techniques qui vont se dérouler dans les semaines et mois à venir. La prochaine étape, et qui est une étape cruciale en France, c'est la vente non, pas des terminaux. Non, des fréquences. Ah oui, c'est ça. Des fréquences. Donc pour qu'on puisse avoir effectivement les licences, c'est prévu pour 2019 et la commercialisation et le déploiement du réseau est prévu effectivement dans le courant de 2020 pour pouvoir permettre effectivement aussi aux équipementiers de fournir des terminaux qui, j'en ai vu encore récemment, ont quand même encore une taille assez conséquente. Chez Kip ? Oui, juste en complément sur ce que vient de dire Laurent sur la 5G. Donc, comme il l'a rappelé, la région Hauts-de-France est une terre d'accueil pour Orange en termes d'expérimentation technique, comme il l'a évoqué, mais également sur la métropole européenne de Lille. On lance et on a lancé un appel à projet à destination des entreprises pour travailler sur des cas d'usage. C'est-à-dire que comme Lille est un territoire expérimental, donc on aura les premières antennes, l'idée c'est au-delà des tests techniques de ce qu'a évoqué de débit, de latence et autres, des infrastructures, c'est aussi de trouver peut-être, de tester des cas d'usage et de réfléchir sur ces cas d'usage. Et nous, notre objectif est, donc il y a un appel à projet qui a été lancé qui s'appelle Défi 5G, Mail, vous tapez Défi 5G Mail, Défi Mail, voilà. C'est ouvert, alors on est aujourd'hui dans la région de France. Beaucoup de gens regardent également nos émissions, d'autres viennent d'autres régions. C'est ouvert à l'ensemble des entreprises. Peut candidater sur peuvent candidater, voilà. On n'est pas limité sur le territoire régional. L'idée est vraiment de travailler sur des cas d'usage et de profiter de cette infrastructure qui est déployée par Orange. Donc c'est en partenariat avec Orange, avec Village by CA, Lamel bien sûr en tant que porteur et le CITC. Donc vous retrouvez l'appel à projet sur notre site ou sur le site de Lamel ou les informations. Date limite de dépôt des on n'a pas fixé une date limite, on est vraiment au fil de l'eau, étant donné que le calendrier est assez long. Nous, notre objectif, c'est de sortir les premiers démonstrateurs d'usage dans le cadre de la capitale mondiale du design, donc 2020, de pouvoir vraiment, début 2020, de pouvoir tester grandeur réelle les usages sur la 5G qu'on aura pu sélectionner. Très bien. Laurent Vitou, sur ces usages, est-ce qu'on a à peu près tout dit? Non, tout à l'heure on parlait de Google Home. Effectivement, chez Orange, on a aussi Jingo qui va sortir dans les semaines et les mois à venir, sur un peu le même principe. Mais Jingo, c'est déjà intégré aujourd'hui dans une offre qui s'appelle Orange Bank, qui a fait beaucoup de bruit il y a un an, puisqu'on est quasiment aujourd'hui à l'anniversaire du lancement d'Orange Bank. À l'intérieur, il y avait effectivement déjà un acteur intelligent qui, au fil du temps, prend aujourd'hui la moitié des requêtes de nos clients. Donc pour vous montrer la force effectivement d'un tel chatbot ou d'un tel agent intelligent. Et demain, on peut très bien imaginer qu'avec Jingo, en fait, on est son conseiller bancaire directement chez soi. Ouais, c'est un bel exemple. On arrive, il nous reste 4-5 minutes, donc le temps pour chacun un petit peu de faire un focus sur des points que vous auriez aimé traiter qui à ce stade n'ont pas été évoqués, ou au contraire, je fait réapparaître les six clés de la donnée, le voyage de la donnée. Donc je vous propose de conclure. Laurent Vitou, peut-être un élément à préciser, un mot de la fin, c'est l'heure des tours de table de conclusion. Sans faire le coup de pub final pour mon entreprise qui effectivement se positionne très clairement comme un opérateur différenciant et partenaire de confiance de la transformation digitale des entreprises et des territoires. Je pense que ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est sur le caractère digital et humain. C'est-à-dire que globalement, chacun, à titre personnel, doit avoir conscience du monde dans lequel il évolue aujourd'hui et qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre pour que, effectivement, selon ses souhaits, sa vie privée ne se retrouve pas au milieu de la place publique. Ça, c'est une démarche particulière et personnelle. Et puis, il y a la démarche des entreprises qui, d'un point de vue responsable, doivent aussi assurer, dans le respect de la réglementation, mais aussi dans son respect éthique, j'allais dire, de traiter la donnée dans le meilleur esprit possible.
Ça nécessite bien évidemment une responsabilité particulière de l'entreprise et puis des nouvelles compétences qui vont se multiplier au fil du temps. On n'a pas eu le temps de les évoquer, mais chacun imagine bien ce que peut être demain un data scientist ou autre. Voilà, et ça, c'est des choses que l'on fait aujourd'hui déjà de manière très ouverte. On participe à des débats sur ce qu'est c'est véritablement l'intelligence artificielle et on participe aussi à des démarches, y compris avec nos amis de Microsoft, sur la formation des compétences de demain. 2020, déploiement de la 5G, d'autres dates à mettre dans son calendrier en termes d'actu, des sorties 2020, ce sera l'année du très haut débit, puisqu'on finira aussi, et c'est les engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'État pour la fibre, on terminera également le déploiement de la fibre en fin d'année, sauf difficultés particulières, techniques ou administratives. Globalement, l'ensemble des villes sur lesquelles Orange est en responsabilité seront couvertes. Merci Laurent Vitou. La conclusion des conclusions chez Kip Garbi. La conclusion, c'est que est-ce que l'intelligence artificielle existe vraiment? Je ne crois pas. Parce que, voilà, au moins c'est dit. Il faut savoir que la notion d'intelligence est très vaste. Aujourd'hui, les ordinateurs, les calculateurs... La bêtise artificielle, est-ce qu'elle existe? Ça, elle existe beaucoup, bon, même la bêtise humaine. Mais, même la bêtise humaine. Mais plus globalement, justement, pour revenir à cette notion de bêtise, qui est importante dans la constitution d'un individu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas de cerveau droit. C'est-à-dire n'a pas cette capacité de perception, pas d'émotion. Donc, ce sont des champs d'ouverture également. On essaie de donner un peu d'émotion à ces ordinateurs. Donc, c'est un champ. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Certains diront que l'intelligence artificielle n'existe pas en soi. Ce sont des champs d'exploration. Ça va nous interpeller philosophiquement, comme l'a un peu évoqué Laurent, humainement. Et puis, ils ont une capacité de raisonner, mais pour raisonner, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut beaucoup de données. Il y a des champs qui sont ouverts. Nous, on répond avec d'autres partenaires auprès d'un appel à projet sur le CNES, sur des choses qui sont embarquées déjà dans les machines, dans les microprocesseurs, où cette intelligence est complètement déportée. Donc, on n'est pas obligé de remonter les données vers des gros systèmes, mais vraiment au plus proche pour pouvoir prendre cette capacité d'analyse et d'action très rapidement. Donc voilà, donc tout est un champ à construire. L'IoT et l'intelligence artificielle, c'est le complément de l'IoT. Voilà en termes de conclusion. Eh ben, c'est une conclusion provisoire. C'est un sujet qu'on suivra effectivement attentivement sur ce plateau. Merci à tous les deux. Une date pour l'IoT Week en fin d'année. L'IoT Week, où on pourra poursuivre ces débats. Merci Marc-Lionel. Donc l'IoT Week qui se déroule du 4, 5, 6, 7 décembre. Donc vous pouvez avoir les informations sur iotweek.fr qui se déroule sur l'ensemble de la région, mais avec des lieux importants, plus importants que d'autres. Donc en l'occurrence sur l'île à Auray Technologies, à Méholt sur l'industrie du futur, donc anciennement Picardie, donc en région, à Boulogne-sur-Mer. Enfin, on a différentes dates, différents lieux pour traiter de ces sujets. Et puis on continuera le débat sur l'intelligence artificielle et l'IoT. On sera là pour en parler. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à très bientôt sur l'antenne de Connext. Merci.